Bienvenue à tous et bonjour à vous. Bonjour Valérie Pécresse. Bonjour. C'est votre grand rendez-vous ce dimanche. Nous sommes à 4 semaines du premier tour d'une élection qui se déroule en pleine guerre sur le sol européen. Un contexte totalement inédit qui place le président candidat Emmanuel Macron aux avant-postes des décisions. Alors qu'auriez-vous fait en responsabilité en cette période tragique et comment maintenant se préparer à une situation d'hyper-inflation qui nous touche tous et en particulier les plus fragiles d'entre nous. Nous parlerons aussi de votre campagne, des difficultés, de la chute dans les sondages, votre débat avec Éric Zemmour. Beaucoup y ont vu une foire d'empoigne. Vous nous direz comment vous l'avez vécu et ressenti. De votre livre également qui vient de paraître, Le temps est venu. Venu pourquoi, vous nous le direz. Et pour vous interroger, à mes côtés, Nicolas Barré, Les Échos. Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et le penseur et sociologue Mathieu Bock-Côté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Et tout d'abord, Valérie Pécresse, l'offensive russe se poursuit avec son cortège de destruction et de mort. Nous serons dans quelques instants avec nos reporters sur le terrain. En quelques jours, sur le front diplomatique, il y a eu le sommet européen à Versailles à l'initiative d'Emmanuel Macron. Il y a aussi des appels téléphoniques qui se poursuivent encore hier avec Vladimir Poutine. Est-ce que ce sont des initiatives utiles de votre point de vue? D'abord, dire que je suis inquiète. Je suis inquiète de voir la guerre se rapprocher de la frontière polonaise. Je suis inquiète aussi des prises de position de Vladimir Poutine accusant les Ukrainiens d'utiliser des armes chimiques. Est-ce que ce n'est pas un prélude pour la Russie, pour lui-même, elle-même, utiliser de telles armes qui sont, comme vous le savez, proscrites par le droit international? Je pense que nous avons aujourd'hui un Vladimir Poutine qui est sans limite et qui poursuit son offensive jusqu'à la prise de Kiev, et que rien aujourd'hui ne semble pouvoir arrêter. Rien. Donc, alors, tout c'est ce qui vrai, est en train d'être fait... c'est vrai que le sommet de Versailles a une utilité, c'est de montrer l'unité de l'Union européenne, mais en même temps, il y avait un fort décalage. Vous savez, le même jour où s'est tenu le sommet de Versailles, se tenait aussi un sommet des dirigeants du Parti populaire européen, de cette droite européenne, qui aujourd'hui est au grand poste de responsabilité en Europe, puisqu'elle préside la Commission européenne, elle préside aussi le Parlement européen avec Roberta Metsola. Donc j'étais à ce sommet des dirigeants du Parti populaire européen, et nous avons échangé sur justement ce sentiment de décalage, vraiment sur la forme entre le sommet de Versailles et les décisions impératives à prendre. Il faut prendre 3 types de décisions impératives. Il faut continuer à durcir les sanctions. Il faut assurer l'indépendance énergétique de l'Europe. Il faut avancer sur l'Europe de la défense. Et enfin, il faut mettre en place un plan européen pour protéger les populations contre les effets collatéraux de cette guerre. Mais à court terme, vous dites qu'il faut durcir les sanctions, mais en même temps, vous dites pas d'embargo sur le gaz et le pétrole russe. Alors, ça veut dire quoi, durcir les sanctions dans ce cas-là? Alors, c'est vrai, vous avez raison, il n'y a pas de consensus. Et moi, j'ai rencontré un certain nombre de grands dirigeants européens le 10 mars. Il n'y a pas de consensus pour cet embargo. Pourquoi? Parce qu'un certain nombre d'États sont totalement dépendants aujourd'hui du gaz et du pétrole russe. Comment on durcit les sanctions? Peut durcir les sanctions néanmoins. On peut les durcir dans au moins 2 ou 3 domaines. D'abord, en enlevant de SWIFT, ce système de transactions internationales, l'ensemble des banques russes, y compris celles qui financent les exportations de pétrole et de gaz. Mais l'Allemagne ne le veut pas, Madame Pécresse, là vous dites... C'est vrai, mais on peut le proposer et on peut avancer sur ce sujet. Le deuxième sujet, c'est de s'attaquer non pas seulement aux oligarques, mais à leurs ayants droit. Parce que vous savez que les oligarques ont des prête-noms. C'est ce qui est fait. Ils s'attaquent aussi aux épouses, aux enfants, etc. Oui, mais il faut aller aussi démonter et mettre toutes les forces de nos services de fisc et Tracfin pour traquer les faux noms, les SCI, les sociétés écrans, mais ils sont à fond, etc. Là, le Tracfin, je peux vous dire. Écoutez, ils travaillent d'arrache-pied jour et nuit là-dessus. Il faut continuer là-dessus, c'est très important. Et puis, le troisième type de sanctions qui peut être prise, c'est celles qui ont été décidées au G7.
c'est celles qui permettent d'arrêter les financements russes internationaux. Et ça encore, ça n'est pas fait. Pécresse, mais je voudrais juste revenir sur, quelque chose. Une panoplie de sanctions avec un effet boomerang très important sur l'Europe. Est-ce que vous dites ce matin, quoi qu'il nous en coûte, il faut aller plus loin? Avant les effets boomerang, moi, il y a quelque chose qui m'a saisi, parce que lors de ce sommet du Parti populaire européen, nous avons eu un certain nombre de témoignages. Et de témoignages extrêmement poignants d'Ukrainiens, de responsables politiques ukrainiens qui sont aujourd'hui en Ukraine et qui subissent les bombardements et l'assaut de Kiev. Et qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit les armes promises par l'Union européenne ne sont toujours pas arrivées. Donc on sent qu'il y a un décalage entre les décisions qui sont annoncées au sommet, au plus haut sommet, et puis la réalité de terrain que vivent les Ukrainiens. Ça veut dire quoi un décalage? C'est-à-dire il faut que ces armes, il faut que ces capacités défensives que les Ukrainiens attendent, elles soient livrées. Le décalage, c'est-à-dire qu'il y a des annonces qui sont faites, selon vous, au sommet européen à Versailles, qui ne correspondent pas à la réalité du terrain. Mais avant le sommet européen de Versailles, vous savez, ça fait des semaines que l'Europe a dit qu'elle allait fournir des armes qui sont apportées par l'ensemble des pays européens. Qui sont acheminés, elles ne sont toujours pas arrivées. En tout cas, les Ukrainiens ne les ont pas reçues. Et au sommet de Versailles, on a décidé de doubler le nombre d'armes qui allaient être données, mais elles ne sont pas encore arrivées. Donc il y a un problème d'efficacité. Et sur l'aide humanitaire, en revanche, je pense que l'aide humanitaire doit être sans faille pour les réfugiés ukrainiens. Et là encore, j'ai du mal à comprendre que certains dirigeants politiques refusent l'accueil de ces réfugiés sur le sol européen. Alors, vous avez évoqué votre inquiétude de par les frappes à la frontière polonaise. Est-ce que vous redoutez, comme d'autres, une montée aux extrêmes, ou est-ce que pour vous, on demeure dans le bluff de Poutine, c'est-à-dire qu'il n'osera pas la montée aux extrêmes? Écoutez, nul ne connaît aujourd'hui la psychologie de Vladimir Poutine. Ce que je ressens, c'est que Vladimir Poutine est un immense manipulateur. Et on le voit dans sa façon d'instrumentaliser ses dialogues avec les grands dirigeants, avec Emmanuel Macron, avec Olaf Scholz, sa manière d'instrumentaliser aussi les médiations. Vous savez que le Premier ministre israélien s'est rendu à Moscou. Néanmoins, il y a eu des négociations en Turquie. Oui, elles sont évidemment nécessaires, car la solution sera nécessairement diplomatique. Mais on sent bien qu'on a un Vladimir Poutine qui instrumentalise ces moments de médiation pour en réalité justifier le durcissement de cette guerre. Donc on a un Vladimir Poutine qui, à ce stade, paraît inarrêtable. Moi, ce que j'ai reproché à Emmanuel Macron, c'est finalement d'avoir été trop tardif dans sa prise de conscience de la dangerosité de Vladimir Poutine. Vous savez, il y avait des signes avant-coureurs. Il y avait toute une série de signes avant-coureurs. Personne n'avait vu venir. Les Américains. Les Américains l'avaient prévu. Mais pardonnez-moi, moi je n'ai pas entendu. Alors dites-nous, quelle voix française a dit attention, il va envahir et lancer une invasion sur l'Ukraine? La France n'y a jamais cru, mais les Américains y ont cru. Et d'ailleurs, le chef d'état-major des armées, le général Buckhart, a dit les Américains, eux, y ont cru, nous avaient prévenus et nous n'y avons pas cru. Mais il y avait pourtant, quelques signes avant-coureurs, 2 signes avant-coureurs. Le premier, c'est l'arrivée des milices Wagner en Centrafrique puis au Mali, qui viennent déstabiliser les intérêts français. Et le deuxième signe avant-coureur, ça a été le chantage migratoire biélorusse, souvenez-vous, à la frontière polonaise, quand, avec l'accord de Vladimir Poutine, les Biélorusses ont commencé à faire venir... De refaire... Non, je ne refais pas l'histoire. Je refais pas l'histoire. Ce que je dis, c'est que le seul reproche qu'on peut faire à Emmanuel Macron, ce n'est pas aujourd'hui de se démultiplier sur le front des sanctions et sur le front du dialogue. Le seul reproche que l'on peut faire à Emmanuel Macron, c'est entre 2019 et 2021 de ne pas avoir eu un dialogue suffisamment soutenu avec un Vladimir Poutine dont on sentait monter, j'allais dire, le désir hégémonique et surtout l'envie d'affaiblir l'Europe et d'affaiblir la France. Nous n'avons pas entendu beaucoup de voix, et là on ne vise personne, Madame Pécresse, monter au créneau en disant non, ne parlez pas ainsi à Monsieur Poutine, soyez plus dur, quand tout le monde le recevait à Versailles, dans ce même lieu, il y a quelques années. Tout le monde s'était félicité, je me souviens, une partie de la classe politique de le recevoir. Ce que je reproche, c'est de ne pas avoir maintenu le dialogue entre ce sommet de Brégançon et de Versailles et 2021. Et ça, pardon de le dire, mais nous avons, pendant la primaire de la droite,
à plusieurs reprises dit que nous ne comprenions pas pourquoi la France n'avait pas plus de dialogue avec la Russie. Le dialogue ne fait pas tout, n'aurait peut-être pas évité l'escalade, mais en tout cas, ce dialogue doit être maintenu avec toutes les grandes puissances. Et aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est effectivement qu'on voit bien qu'aujourd'hui, on a une Russie qui veut reconstituer son empire et qui se tourne pour cela vers la Chine. Et donc, on a aujourd'hui très clairement un énorme clivage. Alors que dès janvier, j'avais proposé une conférence de paix et de sécurité en Europe avant le début des hostilités pour réunir la Russie, l'Union européenne, la Grande-Bretagne et la Turquie pour discuter ensemble, en lien avec les États-Unis, mais ensemble, prendre notre destin en main pour parler de sécurité. Et si nous l'avions fait avant, peut-être nous aurions pu éviter. Qui aurait pu croire qu'on aurait pu éviter une guerre rien qu'avec une conférence sur la paix? Mais pas une conférence sur la paix qui aurait dit des choses très claires. L'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'est pas d'actualité. Mais oui, c'était ça. Donc vous pensez qu'il y avait une ambiguïté à ce sujet? Je pense que si on avait un peu plus tôt garanti les frontières de l'Ukraine, garanti la souveraineté de l'Ukraine, garanti l'indépendance de l'Ukraine et dit qu'en échange, on pouvait renoncer, à ce moment-là, les choses auraient été différentes. Oui, mais moi, ce que je vois aujourd'hui, parce que de leur côté, les États-Unis affirment qu'il n'y avait aucune ambiguïté. Là, ça veut dire qu'il y aurait eu de notre part, les Occidentaux de manière plus large, une ambiguïté, non pas qui aurait conduit à la guerre, mais qui aurait favorisé. Non, ce que je dis, c'est que avant, il y avait la possibilité de proposer des choses qui n'ont pas été proposées. Et que désormais, aujourd'hui, on est dans une situation où il n'y a pas d'autre alternative que des sanctions extrêmement dures pour essayer de contraindre Vladimir à un cessez-le-feu. On n'a plus d'autre choix. Et moi, je condamne évidemment tous les extrêmes qui, en France, ces candidats qui continuent d'avoir une forme de complaisance avec Poutine, continuent de parler de la paix, alors qu'aujourd'hui, évidemment, Poutine est un dictateur qu'on doit stopper. Vous dites dictateur aujourd'hui. Il y a quelques semaines, vous vous souvenez, vous aviez retiré ce qualificatif. C'était avant l'invasion. C'était avant l'invasion. Avant l'invasion, j'avais dit dirigeant autoritaire parce qu'on était avant l'invasion et que je ne voulais pas provoquer l'escalade. Mais à partir du moment où Poutine a décidé l'invasion, il s'est conduit en dictateur. Une invasion dont vous dites, et c'est le cas sur le terrain, qu'elle s'intensifie. On va marquer une courte pause et retrouver notre reporter sur le terrain, François Delabarre, Kiev. Vous allez voir qu'il y a peut-être une inflexion, mais un durcissement, un changement de la stratégie militaire des Russes. Une courte pause et on se retrouve avec Valérie Pécresse sur ce sujet et d'autres, bien sûr. Et notre invitée ce matin, ce dimanche, c'est la candidate Les Républicains, Valérie Pécresse. Nous évoquons bien sûr ce qui se passe en Ukraine avant de parler des conséquences sur nous, sur l'Europe. Et tout d'abord, nous sommes autour de Kiev, à Kiev, avec notre reporter François Delabarre, envoyé spécial pour Paris Match et Europe 1. François, nous venons de parler de la stratégie militaire russe. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce que vous observez peut-être une nouveauté dans la stratégie de l'armée russe en ce moment? Alors, la stratégie, c'est la même, c'est l'encerclement. Le changement, il y en a eu hier, c'est un changement de calibre. C'est-à-dire qu'on a entendu des tirs de canon, alors que jusque-là, on entendait surtout des tirs de mortier, des tirs de lance-roquettes multiples. Ce qui veut dire que les Russes sont passés à une arme d'un niveau supérieur qui apporte plus de puissance à leur arsenal. Les échanges de tirs étaient réguliers dans la journée. Et ce matin, on a entendu des tirs encore il y a quelques minutes, qui sont des départs de tirs des Ukrainiens. Ce sont des échanges de tirs d'artillerie. Les troupes au sol, elles, campent sur les mêmes positions depuis plusieurs jours. Au nord-ouest, sur le front d'Irpin, et à l'est, à Brovary. Et dans le sud, les Russes n'ont pas pu masser de troupes ni d'équipements, mais ils détruisent les infrastructures. Donc la dernière en date, c'est l'aéroport de Vassilkiv qui a été détruit hier à 30 km au sud de Kiev. Merci à vous François Delabarre, envoyé spécial Paris Match et Europe 1. Il y a Valérie Pécresse, les armes qui résonnent, il y a les sanctions qui pleuvent et il y a l'effet boomerang de ces sanctions. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé dans Le Parisien une remise de 15 centimes par litre d'essence à partir du 1er avril pour 4 mois. Est-ce que ça va dans le bon sens pour protéger, pour aider les Français? Alors, je l'avais demandé. Effectivement, cette semaine, j'avais proposé, sur le principe, que quand l'essence augmente, l'État perçoit des taxes sur l'essence. J'avais proposé qu'il y ait une opération transparence sur tout ce que l'État avait gagné et qu'il y ait un juste retour aux Français, c'est-à-dire qu'on rende cet argent aux Français. Donc sur le principe, je suis d'accord avec la proposition. Simplement, je ne sais pas si ces 15 centimes représentent exactement l'intégralité des gains que l'État a fait. Peut-être pas tous les gains. Donc j'aurais préféré que le Premier ministre nous dise « je rends tout l'argent aux Français ».
Donc on attend de savoir si ces 15 centimes représentent tous les gains. Et puis la deuxième chose... Ça représente 2 milliards. Ça représente 2 milliards, mais est-ce que l'État n'a pas gagné plus que 2 milliards? C'est ça la question. Le Premier ministre dit que depuis octobre, l'État a restitué une vingtaine de milliards pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, avec le gel du prix du gaz et également le chèque inflation de 100 €. Et puis donc maintenant cette mesure. Alors, est-ce que de votre point de vue, l'État en fait trop ou pas assez? L'État rend l'argent. C'est ce que j'avais demandé, rend l'argent de la hausse d'essence, c'est ce que j'avais demandé. La seule question que je me pose, c'est pourquoi au 1er avril, pourquoi pas dès maintenant? Puisque c'est dès maintenant que les Français n'arrivent plus à se déplacer, c'est dès maintenant que les Français voient le prix à la pompe à 2,20 €, 2,30 € parfois. Donc c'est dès maintenant qu'il aurait fallu prendre cette mesure. Le 1er avril, on voit bien que c'est à 10 jours de l'élection. La ficelle est un petit peu grosse. Il aurait fallu le faire dès maintenant. Et puis, le sujet, c'est que c'est pas une mesure de long terme. Sur le long terme, le vrai sujet, c'est de revoir entièrement toute notre politique énergétique. Et de ce point de vue, Emmanuel Macron a failli depuis 5 ans. Il a failli en fermant Fessenheim, en annonçant la fermeture de 14 réacteurs nucléaires, en démoralisant toute la filière nucléaire, en ne se rendant pas compte qu'avec cette filière nucléaire, nous avions une filière qui nous permettait de nous rendre totalement indépendants des importations d'hydrocarbures et de décarboner l'économie. Alors oui, vous avez raison, Nicolas Barré. Non, mais c'est intéressant ce que dit Nicolas Barré. Nicolas Barré, la fin du mois, c'est pas dans 10 ans. Oui, mais Nicolas Barré a raison de dire, finalement, Emmanuel Macron candidat est en train de promettre le contraire de ce qu'Emmanuel Macron président a fait en matière énergétique. Est-ce que les Français peuvent le croire? Est-ce que les Français peuvent croire quelqu'un qui a fait exactement l'inverse pendant 5 ans? Moi, je ne le crois pas. Donc vous dites, bravo, il prend la bonne décision. À court terme, il n'y avait pas d'autre décision que de rendre l'argent aux Français, et j'espère que tout l'argent a bien été rendu. Moi, je l'aurais fait dès aujourd'hui. Je n'aurais pas attendu la veille de l'élection pour le faire. Dans quelques jours, peut-être ce ne sera pas suffisant. On est dans une période d'hyperinflation. Tout va tellement vite. On a l'impression que ce qui est proposé, vous l'aviez anticipé. Alors, je vous dis dès aujourd'hui, est-ce que pour demain, vous proposez davantage? Comment protéger les plus faibles? Je propose un bouquet de pouvoir d'achat dans mon programme. D'abord, il faut que le travail paye davantage. C'est pour ça que je vais retirer dès le 1er juin un tiers des cotisations retraite pour que les salaires puissent augmenter de 3%. Parce que je veux que le travail paye plus. Je veux que les heures supplémentaires soient totalement défiscalisées. Je veux que les RTT que les Français ont capitalisés parce que pendant la crise Covid, ils n'ont pas pu les prendre, puissent être transformés en salaires sans charge. Et je veux aussi que que les employeurs puissent prendre à leur charge, là aussi sans limite, une partie des frais d'essence de leurs salariés. Donc vous voyez, un bouquet de pouvoir d'achat. Je veux aussi qu'on puisse cumuler emploi et retraite sans plafond. Donc c'est vraiment un bouquet de pouvoir d'achat qu'il y a dans mon programme, avec la suppression de la redevance, avec la baisse d'un certain nombre de taxes sur les produits de première nécessité, parce que nous avons besoin, et la suppression de la TVA sur la facture électrique, parce qu'on met de la TVA sur les taxes et on fait de la taxe au carré. Donc un vrai bouquet de pouvoir d'achat pour permettre aux Français de vivre mieux. Et puis j'ajoute qu'aujourd'hui, dans la France de l'après-Covid, les Français ont envie d'aller vivre ailleurs que dans les métropoles, dans les villages, dans les bourgs. Et donc je propose que le prêt à taux zéro, qui aujourd'hui est réservé aux zones tendues, il puisse être donné à tous les ménages partout sur le territoire. Marine Le Pen veut baisser les taxes sur l'énergie. Éric Zemmour veut bloquer le prix de l'essence à 1,80 € le litre. Est-ce que par exemple ce sont de bonnes idées plus rapides, plus intenses? Mais non, mais le problème des extrêmes, c'est que c'est extraordinaire de proposer des mesures qui ne sont absolument pas financées. Quand vous proposez effectivement la fin de la TVA sur l'essence, c'est 20 milliards d'euros. Où est-ce qu'elle va les trouver, Marine Le Pen? Vous savez très bien, c'est le programme de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour. Mais ça rapportera quelques milliards d'euros. Attendez, Marine Le Pen a un programme qui mettrait la France en faillite. Retraite à 62 ans, ça veut dire que aucune économie n'est faite sur les retraités, sur les retraites, et donc
Elle n'ose pas dire aux Français qu'il va falloir travailler plus pour équilibrer les retraites. Donc ça veut dire que le pouvoir d'achat des retraités avec Marine Le Pen va continuer de s'effondrer. Elle propose de supprimer les allocations sur les étrangers. Il y a 5 millions d'étrangers en France sur 65 millions de la population. Il n'y a pas d'économie à faire dans ce domaine-là. Moi, j'ai le courage de dire qu'il va falloir dépenser mieux, dépenser moins, réformer l'État, décentraliser, supprimer les doublons, faire la réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, la réforme du RSA. Je suis la seule candidate aujourd'hui qui a le courage des réformes. Vous savez, il y a 10 ans, François Fillon a dit « l'État est en faillite ». Aujourd'hui, nous avons 1000 milliards de dettes supplémentaires et il n'y a pas un seul candidat dans cette campagne qui ose dire la vérité aux Français, c'est qu'à un moment donné, pour financer des nouvelles dépenses, eh bien, il faut faire des économies ailleurs. Hyperinflation, c'est le terme utilisé, étant en faillite. Nous y sommes apparemment. Est-ce que vous ne redoutez pas non seulement la crise des gilets jaunes bis, mais la crise des gilets jaunes x10, c'est-à-dire une hyperinflation, des troubles économiques, ça engendre des troubles sociaux à répétition. Mais vous savez, avec Emmanuel Macron, s'il est réélu, il y aura l'addition après l'élection. Mais quel que soit, peu importe qui sera élu la prochaine fois, est-ce que cette crise n'est pas inévitable? Et avec les extrêmes, le pays sera en faillite. On ne peut pas promettre tout à tout le monde. Vous voyez, quand j'entends je bloque les prix de l'essence, quand j'entends j'enlève la TVA sur l'essence, enfin, tout ça, comment on paye? Comment on paye? Je suis la seule candidate aujourd'hui qui présente un projet avec 2 fois plus d'économies. Vous avez le monopole du sérieux. Tous les autres sont, vous les disqualifiez sur le plan de la rigueur et du sérieux. Vous dites que vous êtes aujourd'hui la seule candidate du sérieux. Mais oui, parce que toutes les dépenses que je propose sont financées. Voilà. À chaque fois que je dis que je vais faire quelque chose, augmenter les salaires, là je vous propose une augmentation de 3% des salaires dès cette année, 5% l'année prochaine, mais grâce aux économies que je vais faire. J'ai le courage de dire qu'il faudra avoir 200 000 postes de fonctionnaires de moins dans l'administration administrante. Il faut avoir le courage de dire les choses aux Français. Est-ce que vous avez le courage, par exemple, de leur dire qu'il faut se convertir à la sobriété dans la crise actuelle et, par exemple, je sais pas, baisser le chauffage pour importer moins de gaz russe? Ça, c'est une recommandation que fait l'Agence de l'économie de l'énergie. Oui. Et effectivement, moi, je me la suis appliquée à moi-même. J'ai baissé le chauffage d'1 degré pour essayer de consommer moins. Nous allons rentrer dans une logique de sobriété énergétique. Mais le vrai sujet, Monsieur Barré, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est combien de Français aujourd'hui n'ont plus les moyens de se chauffer du tout. Voilà. Et c'est ça le sujet. Le sujet aujourd'hui, c'est un sujet de pouvoir d'achat et c'est un sujet de précarité énergétique. Nous allons continuer à en parler, Valérie Pécresse. Ce sujet est évidemment essentiel. Et c'est pour ça aussi que je dis que les travailleurs de première ligne, on doit leur donner la priorité aussi dans le logement social. Eh bien, vous nous direz comment vous déclinez tout cela, parce qu'il reste 4 semaines d'une campagne écrasée par la guerre. Alors, est-ce que cette campagne est anesthésiée? Comment vous faire entendre alors que le président candidat est aux manettes et promet un débat permanent s'il est réélu? On en parle dans quelques instants. Et notre invitée de la candidate LR, Valérie Pécresse, à 4 semaines du premier tour, le président candidat, Madame Pécresse, caracole avec 30% des intentions de vote. Les autres candidats dont vous tentez, on l'entend ce matin, de trouver de l'oxygène, de faire des propositions, n'êtes-vous pas impuissante, condamnée à jouer les seconds rôles? Je crois que les Français ne peuvent pas être privés d'un débat démocratique. Aujourd'hui, c'est le destin de la France pour les 5 prochaines années qui se joue. Et la France, elle a été abîmée depuis 10 ans. Elle a été abîmée et on le voit dans tous les domaines. L'autorité, montée des violences, l'immigration, laisser faire, laisser passer. On n'a jamais eu autant d'immigration incontrôlée. Sur les grands services publics, on a une école qui est extrêmement fragilisée. On a une santé qui est à bout de souffle, tenue à bout de bras par des soignants épuisés. On a des territoires qui ont été méprisés, des fractures dans le pays qui n'ont jamais été aussi béantes. On a des extrêmes qui sont aujourd'hui à 45%. Oui, mais attendez, la montée des extrêmes, c'est le bilan d'Emmanuel Macron aussi. C'est de ne pas avoir réussi dans ces politiques-là. Un pouvoir d'achat qui est en berne. Donc il faut qu'on ait ce débat démocratique. Emmanuel Macron ne peut pas se dérober à ce débat. Il n'y a pas de débat. Cette semaine, par exemple, il a lancé le débat sur la retraite à 65 ans, que vous souhaitez également. Non, il lance pas le débat. Il a fait ses propositions sur ce sujet. Il fait une proposition très floue, parce qu'on ne sait pas à quel horizon, quand, comment. Si, sur 9 ans, enfin si, c'est assez précis. 2010 2010 Eh bien écoutez, alors si c'est 2010... Non, j'ai pas dit 2010, c'est sur 9 ans. Arriver à 65 ans en 9 ans. À partir de quand et jusqu'à quand? Parce qu'il a tellement tardé. Non mais c'est bien de reprendre les propositions de ses adversaires, en l'occurrence la mienne, mais le problème c'est, est-ce qu'on peut faire confiance à un président qui fait un virage à
180 degrés. Donc les 30% et qui se des met, Français qui et le qui mettent, se met, les 30% ont tort. J'essaie de comprendre non, ce que vous dites, c'est votre pas. logique. Non, le sujet aujourd'hui, c'est que on est en pleine guerre d'Ukraine et les Français sont focalisés sur cette guerre d'Ukraine. Et quand il y a une guerre, eh bien, il y a un réflexe légitimiste et on se dit que effectivement, il y a un capitaine qui mène aujourd'hui les opérations. Moi, je crois qu'il ne faut pas avoir peur de changer de capitaine le 11 avril parce que j'ai l'expérience. J'ai une équipe de gouvernement très solide. J'ai l'alliance avec les grands partis, les grands dirigeants de ce monde qui dirigent aujourd'hui l'Europe, le Parlement européen, la Commission européenne et un certain nombre de grandes institutions. Vous êtes 5e dans les sondages, en fonction des sondages. Emmanuel Macron, et là, ce n'est pas un avis, c'est objectif, c'est un fait. Même si les sondages, c'est une photographie. Mais moi, je vois lui un protecteur de la nation. Je serai la surprise du deuxième tour. Parce que je pense que au moment de voter, les Français choisiront la crédibilité d'un programme de gouvernement. Et c'est pour ça aussi que j'ai choisi de débattre avec Éric Zemmour et avec Marine Le Pen, parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut aller déconstruire les extrêmes. Il faut aller montrer que leur projet, c'est un projet en réalité qui, par sa brutalité, amènera le pays à l'impuissance et puis surtout à la faillite économique. Beaucoup y ont vu une foire d'empoigne, ce débat, avec des échanges d'invectives, d'accusations, et certains ont dit un niveau qui n'est pas présidentiel. Est-ce que vous en sortez renforcé, selon vous? Le sujet, c'est qu'Éric Zemmour n'a pas l'habitude qu'on lui résiste. Et c'est un débatteur extrêmement violent. Et il pratique le torrent de boue. Donc il envoie des torrents de boue sur son adversaire. Vous n'avez pas envoyé des fleurs non plus, hein. Oui, mais il n'était pas question que je me laisse faire. Voilà. Et vous qui êtes une femme, vous comprenez encore mieux ce que cela veut dire. Moi, je n'allais pas me laisser abîmer. Mais en revanche, je pense que j'ai démasqué à la fois sa complaisance vis-à-vis de Poutine, ses erreurs vis-à-vis de l'OTAN, ses erreurs vis-à-vis de l'Europe, et surtout le fait que sur l'immigration, c'est moi qui ai les bonnes solutions. Parce que l'immigration zéro, ça n'existe pas, il a été obligé de le reconnaître. Ce qui marche, c'est les quotas migratoires. Des quotas migratoires avec un donnant-donnant avec les pays d'origine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si un pays ne reprend pas ses clandestins, c'est zéro visa. Mais il y a eu un changement. Et par ailleurs, pardon Madame Mabrouk, l'autre sujet, c'était aussi la confusion que fait Éric Zemmour entre islam et islamisme. Si l'islam et l'islamisme, c'est la même chose, alors il faudrait qu'il soit cohérent et qu'il ferme toutes les mosquées. Moi, je dis quoi? Je dis l'islam en France doit s'adapter à nos lois. C'est la loi au-dessus de la foi. Et je ne renonce pas. Avec Éric Zemmour, tout est foutu. Tout est foutu et on ne peut rien faire. Moi, je sais qu'on peut casser les ghettos avec un plafond anti-ghetto. Et je le fais dans ma région. Dans les sondages. Si lui, c'est le candidat du tout est foutu, alors est-ce qu'il y a une partie des Français qui ont envie que ce soit foutu? Mais je crois que la radicalité de ces solutions séduit, sauf que ces solutions ne sont pas praticables. Elles ne sont pas praticables et il ne le fera pas. Et ce débat l'a montré. D'ailleurs, les commentateurs ont tous été unanimes pour dire que ce débat, je l'avais gagné sur le fond. Ils ont été unanimes pour dire que c'est une foire d'empoigne. Oui, mais sur le fond, je l'ai gagné. Alors, vous tenez au cordon sanitaire avec l'extrême droite, pour reprendre une formule qui est classique. Vous êtes une chiracienne, vous refusez cette idée d'un appel à l'extrême droite. Mais Nicolas Sarkozy l'a refusé aussi, monsieur Bocoté. Pardon, excusez-moi. Justement, j'y arrive, mais dans la droite l'a toujours refusé. Et le général de Gaulle aussi. Et il y a quelques semaines. Le général de Gaulle qui a été victime d'un attentat fomenté par des extrémistes de droite. Et il y a quelques semaines, en échange avec David Pujadas, vous avez dit souhaiter qu'Éric Zemmour en appelle à voter pour vous au deuxième tour. Est-ce que vous ne faites pas tomber vous-même le cordon sanitaire en demandant l'appui de l'extrême droite au deuxième tour? Non, mais attendez, il y a un sujet. C'est que entre Emmanuel Macron et moi, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités. Je pense que si on veut de l'ordre, si on veut remettre de l'ordre aux frontières, dans la rue, si on veut le courage des réformes, si on veut une politique vraiment de droite, c'est pour moi que je faut voter. J'entends. Monsieur Zemmour, monsieur Bocoté, moi ce que j'ai dit, c'est que monsieur Zemmour se prétend de droite et pas d'extrême droite. Je lui ai donc dit qu'il était logique qu'entre Macron et moi, il fasse le choix de voter pour moi. Valérie Pécresse, dans le dernier sondage Ipsos, quand même, vous êtes 5e derrière Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que, à ce stade de la campagne, c'est pas quand même une position un peu humiliante pour la droite républicaine? Et je crois que nous avons des électeurs qui sont des électeurs profondément légitimistes. Et je crois qu'aujourd'hui, la crise en Ukraine écrase tout. Mais il reste 4 semaines de campagne. Et moi, je le dis,
c'est le destin de la France qui se joue. C'est le destin de la France. Vous voyez aucune responsabilité vous-même? C'est le destin de la France qui se joue. Le destin de la France, c'est rester une grande puissance. Le destin de la France, c'est être encore une nation. Vous avez entendu ce qu'a dit Gérard Collomb quand il a démissionné de son poste de ministre de l'Intérieur? Il a dit aujourd'hui, les Français vivent côte à côte. Je ne veux pas qu'ils vivent face à face. Donc reprendre le contrôle des frontières, reprendre le contrôle d'une immigration incontrôlée, organiser l'intégration. Moi, j'ai un projet extrêmement puissant pour l'école. Je demande qu'on mette fin à toutes les inégalités qui sont aujourd'hui scolaires et qui se sont creusées sous Emmanuel Macron. Nous sommes devenus un pays de l'immobilité sociale. Aujourd'hui, chaque enfant de France n'a pas sa chance. Et ça conduit à quoi? Ça conduit évidemment à cliver le pays. Et sur les ghettos, je suis la seule. Madame Mabrouk, je suis la seule à proposer un plan de destruction des ghettos. Emmanuel Macron y a renoncé. Moi, je n'y renonce pas. 30% maximum de logement très social dans les quartiers pour pouvoir intégrer, assimiler. Et je mets fin au regroupement familial automatique. Et je mets fin au droit du sol automatique. Avec vous. Vous dites que vous êtes la plus crédible. Vous dites que c'est la guerre en Ukraine qui a... Mais personne ne me le conteste. Pourtant, vous avez des revirements idéologiques. Dites-moi. Par exemple, sur un sujet comme les mères accompagnatrices dans les sorties scolaires, vous avez changé d'avis. Aujourd'hui, j'ai dit que tous ceux qui participaient à des activités pédagogiques devaient être dévoilés, et j'ai demandé que ce soit maintenant des services civiques qui puissent être recrutés dans les écoles. Dans les écoles, parce que je ne voulais pas que des enfants soient privés de sorties scolaires. Et aujourd'hui, j'ai trouvé la solution. C'est les services civiques qui le feront. Bien, mais c'est vrai qu'en vous écoutant il y a quelques temps, vous étiez totalement pour, après... Non, j'ai jamais été totalement pour. La vidéo est tronquée. J'ai dit que quand on était auxiliaire du service public, on devait être dévoilé. Et je l'ai toujours dit. Alors, certains diraient qu'une des faiblesses peut-être de la droite républicaine dont vous parlez aujourd'hui, c'est qu'elle est écartelée idéologiquement. Dans le magazine Tétu, vous avez affirmé, je vous cite, « La libre détermination du genre fait partie de votre ADN ». Pour ceux qui ne connaîtraient pas ces débats, ça veut dire que c'est la possibilité pour un individu de s'identifier comme homme ou comme femme selon sa volonté. Pour vous, ça fait partie de l'ADN de la droite républicaine, le fait qu'un individu puisse choisir son sexe? Non, ce que je crois aujourd'hui, c'est simple. Moi, je suis de parti de la liberté. Donc, la vie privée, c'est la liberté. Mais, en revanche, ce que je crois, c'est que ça ne doit pas faire partie des programmes enseignés à l'école, ça ne doit pas faire partie d'un corpus idéologique qu'on met à l'école. Mais un individu peut s'inscrire à l'État comme homme ou comme femme selon sa volonté, c'est possible? Je pourrais m'inscrire comme femme sur les registres publics si je le voulais? Aujourd'hui, vous avez le droit de changer de sexe. C'est autorisé par la loi. Ce qui est autorisé par la loi, moi, je considère que c'est la liberté de chacun. C'est la loi qui me guide, la loi de la République qui me guide. C'est mon guide. Je comprends bien, mais juste c'est mon guide. Votre guide, c'est que, par exemple, Mathieu Bock-Côté peut décider d'être femme, Valérie Pécresse peut décider d'être homme, et la société n'a pas à s'en mêler. Et c'est la loi, aujourd'hui, Monsieur Bock-Côté. Vous voulez revenir sur la loi? Donc, je pose la question, simplement. Non, moi, j'ai la loi. Et moi, ce que je crois, c'est que aujourd'hui, l'État s'est beaucoup trop investi dans l'intime. Nous n'avons pas à nous investir dans la sphère intime des personnes. Moi, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'il y a une loi et que cette loi, elle doit être respectée, point final. Le temps est venu, Valérie Pécresse, nous allons en parler, vous nous direz, le livre vient de paraître, le temps est venu. Pourquoi? On va continuer à interroger votre projet, votre corpus idéologique et puis ce que vous dites dans ce livre. Une courte pause et on se retrouve sur Europe 1 et CNews. Et la candidate Valérie Pécresse qui a débattu il y a quelques jours avec Éric Zemmour. On attend, il est vrai, Valérie Pécresse, les sondages post-débat. Prochain débat, confirmé, vous nous le dites ce matin, avec Marine Le Pen. Oui, j'ai proposé un débat à Emmanuel Macron, j'ai proposé un débat à Marine Le Pen, j'ai proposé un débat à Éric Zemmour, parce que je pense qu'il faut qu'on débatte. Et je sais qu'Éric Zemmour... Vous vous sentez plus à l'aise dans cet exercice-là, d'ailleurs? Et non, mais c'est important, projet contre projet. Je pense qu'Éric Zemmour est effectivement très malheureux qu'on ait déconstruit, que j'ai déconstruit son projet. Ça fait 5 ans qu'il gagnait tous ces débats contre des opposants et qu'aujourd'hui, il s'est rendu compte que effectivement son projet ne fonctionnait pas, que l'islam et l'islamisme, c'était pas la même chose et qu'il était incohérent. Donc je pense qu'il faut mener ce débat et puis surtout...
j'ai montré que son projet conduisait à la faillite et qu'à force de tout promettre à tout le monde, eh bien, de toutes les façons, il ne ferait rien. Et voilà. Prochain rendez-vous, Marine Le Pen. Prochain rendez-vous, Marine Le Pen, pour lequel nous avons trouvé une date. Bien. Beaucoup vous reprochent, Madame Pécresse, de faire campagne. Vous allez nous dire si c'est le cas, parce qu'on a lu avec intérêt et attention votre livre, avec les idées des autres. Avec des idées, d'Éric Ciotti, etc. C'est la raison pour laquelle certains vous voient un défaut d'insincérité. Qu'est-ce que vous répondez à cela, à cette critique permanente que vous devez entendre? Mais écoutez, moi je suis telle que je suis et je demande qu'on me voie telle que j'ai été depuis 6 ans à la tête de ma région. J'ai lutté contre l'islamisme de toutes mes forces. J'ai été la première à faire interdire la burqa dans la rue. Avec Jean-François Copé, nous avons convaincu Nicolas Sarkozy en disant que les femmes ne devaient pas être voilées dans la rue. J'ai été la première à mettre en place une charte de la laïcité dans ma région, qui a fait école ensuite dans toutes les régions de France, et y compris au gouvernement, pas 1 euro d'argent public pour les ennemis de la République. J'ai été la première à dénoncer la montée de l'islamisme et de la radicalisation dans le sport, avec des lanceurs d'alerte dans chaque club sportif. Et j'ai signalé des dizaines de cas dans ma région. Alors, et d'ailleurs, je suis favorable à la proposition de loi qu'Emmanuel Macron a refusé de faire voter, qui interdirait le port des signes religieux, et donc du voile, dans les compétitions sportives. Je me bats contre le burkini dans les piscines, et je suis attaqué par le comité contre l'islamophobie en France, qui a été dissous à cause de ça. Donc je demande d'être jugé sur mes actes. Le bouclier de sécurité, qui m'attaque sur mon bilan à la région. Avec tout ça, Valérie Pécresse, pourquoi est-ce que Nicolas Sarkozy ne vous soutient pas alors ? Écoutez, je soutiens sa politique et ses convictions. Oui, c'est à lui de prendre ses décisions. Moi, je trace ma route. Moi, je trace ma route. J'ai été fière d'être la ministre de Nicolas Sarkozy. J'ai été fière de travailler avec lui. Mais mes solutions sont mes solutions. C'est des solutions aujourd'hui de reconstruction de la France. Parce que je crois qu'il faut rebâtir. Il faut rebâtir l'autorité avec notre souveraineté énergétique, alimentaire, industrielle, numérique, qu'Emmanuel Macron a littéralement laissé s'évaporer. L'autorité, c'est-à-dire l'ordre dans la rue, à nos frontières. Il faut reconstruire aussi notre prospérité, parce que si on ne fait pas ces réformes courageuses que le pays attend, on ne pourra pas baisser les impôts qui tuent l'emploi, et moi c'est moi, qui tuent l'emploi, mais oui, et redonner du pouvoir d'achat aux Français. Et puis il faut rebâtir nos solidarités, tous nos grands services Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Monsieur Barré, tous nos grands services publics sont aujourd'hui en panne. La justice, vous avez vu 7000 magistrats crier leur détresse. Vous avez vu l'hôpital avec 10% des lits fermés, 5 millions de Français sans médecin traitant. Vous avez vu l'école. Nous sommes devenus l'école de toutes les inégalités scolaires. Non mais je veux que les Français ouvrent les yeux sur l'état de la France. Nous sommes en train de vous interroger sur un soutien important. Est-ce qu'il vous n'auriez pas dû beaucoup plus tôt finalement faire, pardonnez-moi l'expression, le deuil du soutien de l'ancien président et vous dire voilà, moi, c'est ma campagne, ce sont mes idées et s'il ne me soutient pas, c'est ainsi. Mais c'est ma campagne, ce sont mes idées et je trace ma route. Donc c'est ça aujourd'hui le message. Absolument. Avec quand même toujours des références à Jacques Chirac et un soutien, il ne faut pas le minimiser, de la fille de Jacques Chirac, Claude Chirac. Vous étiez à Brive, il y avait François Baroin également. Cette filiation, là, elle est ancrée en vous. Celle-ci, vous la revendiquez, j'allais dire, tout le temps. Mais je revendique ma filiation avec Jacques Chirac, je revendique ma filiation avec Nicolas Sarkozy. J'ai eu 2 mentors dans ma vie. Ce qui a été effectivement un moment d'émotion, c'était cette Corrèze qui est ma Corrèze de cœur, puisque vous le savez, j'y suis installée depuis maintenant 28 ans. Et cette Corrèze de cœur, cette filiation chiracienne, oui, ça m'a touchée. Ça m'a touchée parce que c'est le rendez-vous de l'amitié, de la solidité et de la fidélité. Et que l'amitié, de la fidélité, on peut le dire, hein, vous en avez manqué dans cette campagne, donc ceux-là ont été fidèles. Vous appuyez sur cela, c'est qu'on voit bien qu'il y a un message qui est envoyé à d'autres. Oui, c'est vrai que ce qui est le plus dur dans cette campagne, c'est les trahisons. C'est un Éric Woerth qui, en 2017, face à un candidat En Marche, désespéré, m'appelle et me demande de venir le soutenir entre les 2 tours. Et je viens le soutenir et il gagne à 51% des voix. Donc c'est vrai que ça me paraît une trahison. Moi, j'étais là pour lui, il n'est pas là pour moi et il se renie, puisqu'il avait lui-même dit qu'Emmanuel Macron avait cramé la caisse et aujourd'hui, il dit l'inverse.
Voilà, donc ça, c'est des trahisons qui sont dures pour moi à vivre. Vous parlez de trahison, lui dirait qu'il considérait que la ligne LR, c'est ce qu'il nous a dit ici d'ailleurs, était trop écartelée, trop contradictoire, que c'était un parti qui pouvait se diviser d'un côté avec ceux qui, dans un deuxième tour, voteraient Zemmour, dans un deuxième tour, voteraient Pécresse si vous traversez bien évidemment, ou Emmanuel Macron. Est-ce que c'est pas difficile de tenir ensemble un parti aussi écartelé? Mais écoutez, Nicolas Sarkozy l'avait fait avant moi. Moi, j'ai le soutien des centristes, j'ai le soutien de la droite. Je suis une candidate qui rassemble. Et effectivement, je suis très forte sur le régalien, mais je l'ai toujours été. Je suis aussi très forte sur le social. Je suis très forte sur les services publics, l'école, la santé. Moi, je ne veux plus de déserts médicaux. Je suis aujourd'hui la seule qui propose des mesures pour enfin que les retraités, qui ont été les grands oubliés de ce quinquennat, puissent avoir leur retraite indexée sur l'inflation. Et avec ma réforme des retraites, je propose que tous ceux qui ont travaillé toute leur vie puissent avoir une retraite au moins égale au SMIC, et que les veuves qui n'ont pas de carrière complète puissent avoir une pension de réversion à 75%. Et sur le handicap, je me suis engagée de manière très très forte à déconjugaliser les allocations adultes handicapés pour qu'enfin les personnes en situation de handicap en France aient la même dignité. Donc vous voyez, je suis fidèle à mon ADN. Forte, libre et juste. Mais est-ce que dans la campagne, il y a eu la séquence d'une semaine sur le grand remplacement qui vous a probablement fait mal? Parce que plusieurs ont compris, je crois. Jour 1, vous expliquez que grâce à vous, il n'y aura pas de grand remplacement parce que vous allez avoir des politiques d'immigration très responsables qui font en sorte que ça n'arrivera pas. Sûr. Mais fin de la semaine, vous expliquez que le grand remplacement, c'est une théorie conspirationniste et raciste. Mais comment on peut dire les deux choses à la fois? Soit c'est un vrai danger et grâce à vous, ça n'arrivera pas, soit c'est une théorie ubuesque et dans ce cas-là, on n'en parle pas. Non, pas du tout. C'est une théorie complotiste qui joue sur la peur et qui conduit à la haine. Sur quelle peur? Mais moi, ce que j'ai dit, Monsieur Bocoté, c'est que je ne me résignais dans ce discours ni au grand déclassement avec Emmanuel Macron, ni au grand remplacement avec Éric Zemmour. Moi, ce que j'expliquais dans le discours du Zénith, mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas se résoudre le grand remplacement? Pardon. C'est qu'il y avait une troisième voie entre Macron et les extrêmes, et que c'était la mienne. C'était ça, le discours du Zénith. Le discours du Zénith, c'était dire troisième voie, une nouvelle France qu'on reconstruit. Mais qu'est-ce que ça veut dire ne pas se résoudre le grand remplacement? Qu'est-ce que ça veut dire ne pas s'y résoudre? Ça veut dire que je ne me résous pas à une théorie complotiste qui joue sur la peur et sur la haine. Aujourd'hui... Mais vos militants n'ont pas compris ça. Mais si, bien sûr, ils ont compris ça. Mais ils ont compris ça. Ils ont compris que ni Macron, ni Zemmour. Voilà. Et c'était ça que je voulais dire. Et cette phrase, elle a été sortie de son contexte parce que, en réalité, ce que veulent les macronistes, depuis le début, je suis la femme à abattre. Je suis la femme à abattre parce que je suis celle qui a le vrai plan d'alternance contre Emmanuel Macron. Pécresse, vous êtes la femme à abattre, et dans ce livre, il y a beaucoup de choses sur le courage de la réforme, sur vos valeurs. Quelle part de responsabilité, malgré tout, vous vous reconnaissez? Nous sommes à 4 semaines, on a entendu, vous êtes la femme à battre, et il y a eu beaucoup de critiques, il y a eu les infidélités de votre camp, les trahisons, ça sera aussi l'occasion d'un inventaire peut-être plus tard. Quelle part de responsabilité vous vous attribuez dans cette campagne aujourd'hui, à l'heure actuelle, avec les sondages tels qu'ils sont? Ce que je reconnais, c'est que le meeting du Zénith, notamment sur la forme, n'a pas été une réussite. Et on a eu un rendu à la télévision qui n'avait rien à voir avec la ferveur de la salle et avec le contenu du discours. Voilà, c'est ça que je reconnais, et que ça a été effectivement un moment difficile à surmonter pour moi. Personnellement, sur vos idées, sur votre ligne, mais moi je pense que ma ligne est la bonne. Mais ma ligne est la bonne. Ma ligne, c'est celle qui remet de l'ordre dans la rue. Mais non, c'est celle qui remet de l'ordre dans la rue et dans les frontières. C'est celle que les Français attendent. C'est la ligne d'une droite forte et juste. Mais qui aujourd'hui est complètement éclatée. Donc c'est quoi l'avenir de la droite républicaine? C'est une alliance demain avec les troupes d'Éric Zemmour, par exemple? Mais pourquoi éclater? Je crois que la France est profondément de droite, et elle attend une candidate de droite qui porte ses valeurs courageusement. Vous dites la France est profondément de droite. Vous expliquez, cela dit, que les extrêmes sont à 45%. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de contradiction là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que vous ne classez pas, par exemple, souvent à l'extrême droite, des gens qui sont à droite? Mais attendez, je ne confonds pas les électeurs avec les partis. Jamais. Ce que je dis, c'est que le programme de Mme Le Pen et le programme de M. Zemmour, qui sont des programmes totalement démagogiques, pas financés, qui promettent tout à tout le monde et qui par ailleurs sont brutaux, ne marcheront pas. Je vous dis, quand on dit qu'on confond islamisme, ce que dit Éric Zemmour, ça veut dire en réalité qu'on considère qu'il faudrait fermer toutes les mosquées. C'est pas ce qu'il propose. Moi, ce que je pense, c'est qu'aujourd'hui, ce que nous avons demandé aux chrétiens de France,
aux Juifs de France, on doit pouvoir le demander de la même façon aux musulmans de France, c'est-à-dire inscrire leur foi dans la loi de la République. C'est ça mon combat. Et les prêcheurs de haine, eh bien c'est en prison ou dans l'avion. Mais je ne mélange pas islam et islamisme. De la même façon, avec le programme de Marine Le Pen, l'immigration zéro, ça ne marchera pas, ça ne fonctionnera pas. Je l'ai dit. Le seul qui a essayé, c'est Boris Johnson. Et au bout de 3 mois, il a été obligé de céder parce qu'il n'avait plus personne pour conduire ses camions et il n'avait plus personne pour ramasser ses pommes de terre dans les champs. Donc le sujet aujourd'hui, c'est choisir qui on accueille et ne pas traiter les pays qui ne posent aucun problème avec les pays qui posent des problèmes et qui refusent de prendre leurs clandestins. Et moi, ce sera un donnant-donnant. Les clandestins rentrent chez eux et 0 visa, regroupement familial, travail et famille et étudiants pour les pays qui ne jouent pas le jeu. Plus de regroupement familial obligatoire, plus de droit du sol automatique. On reviendra aux lois Pasqua. La nationalité française, ça se demande, ça se mérite. La France, elle s'aime. À la fin de ce grand rendez-vous, peut-être une question en guise de conclusion. On l'a dit, 4 semaines du premier tour. Vous y croyez? Mais bien sûr, on va avoir maintenant enfin des débats sur le projet. Moi, je suis persuadée d'avoir le bon projet pour la France, le projet que les Français attendent. Je suis persuadée d'avoir aussi l'expérience nécessaire pour pouvoir reprendre le manche dans une période qui est une période de grande crise. J'ai tenu face à la rue, j'ai réformé le pays, j'ai été ministre du budget en pleine crise des dettes souveraines. Donc j'ai cette expérience et puis j'ai surtout une équipe de gouvernement avec à droite et au centre des vrais personnalités expérimentées qui formeront un gouvernement très solide. Merci Valérie Pécresse d'avoir été notre invitée pour ce grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Je remercie mes camarades Mathieu Bocoté et Nicolas Barré. Restez avec nous, évidemment, vos éditions se poursuivent à la fois sur Europe 1 et sur CNews. Très bon dimanche à vous.